Tout d'abord, merci pour l'invitation et merci d'assister à cette présentation. Pour me présenter rapidement, je l'avais dit, je suis un des cofondateurs de Starlab, qui est une plateforme pour automatiser les scans de vulnérabilité et de privacy des applications mobiles. Le but de cette présentation n'est pas vraiment de parler de la plateforme, même si je vais rapidement la présenter et présenter le type de problématique qu'on essaie de résoudre, mais plus de parler des classes de vulnérabilité qu'on trouve de façon très commune dans les applications mobiles et surtout les challenges techniques que nous rencontrons pour les auditer et notre approche pour identifier. Donc, c'est plus une présentation technique sur ces problématiques-là et sur ce qu'on a proposé comme solution pour les identifier. Postorab, de façon très rapide, c'est une plateforme qui permet d'automatiser l'audit, sécurité et privacy des applications mobiles. C'est une plateforme auquel vous pouvez y accéder aujourd'hui. Une bonne partie de nos capacités de détection sont gratuites et publiques. Et c'est une plateforme qui vous permet de scanner des applications, que ce soit des fichiers APK ou IPA que vous pouvez uploader, ou vous pouvez scanner directement du store. C'est un scan qui prend plusieurs heures pour tester une application et vous avez des recommandations techniques sur la vulnérabilité et sur où est-ce qu'on l'a trouvée pour assister à leur correction. Comme je l'ai dit, en fait, une bonne partie de nos capacités sont publiques, alors je vous invite à tester et si vous pouvez partager votre feedback, ça sera grandement apprécié. Le but, comme je l'ai dit, en fait, c'est de parler de grosses classes de vulnérabilité qu'on voit dans les applications mobiles. Mais pour parler de ça, il est important de savoir qu'est-ce qu'on a dans l'écosystème des applications mobiles comme mesure ou comme audit de sécurité. La première, c'est quelque chose qui existe dans les stores. C'est par exemple dans le Play Store de Google. Et malheureusement, il n'y a rien d'équivalent sur le store d'Apple. C'est qu'il y a des campagnes d'audit qui sont faites par l'équipe du store et qui vont essayer de identifier des vulnérabilités, souvent très critiques, qu'ils identifient dans les applications mobiles. Il y en a une qui a été faite l'année dernière, il y en a 5 qui étaient faites en 2018. Jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune qui a été faite cette année. Et c'est typiquement des vulnérabilités de type DCVE connues, qui sont généralement des RCE sur des applications mobiles. Il y en avait beaucoup sur des SDK de publicité ou des vulnérabilités qui sont plus des injections. Et généralement, la capacité de détection se limite à des applications qui sont écrites avec des langages natifs. C'est typiquement tout ce qui est Java et Kotlin. Si par contre votre application est écrite en Xamarin ou en Cordova avec du JavaScript, c'est quelque chose qui n'est pas couvert. Il est aussi important de dire que c'est des campagnes qui sont limitées dans le temps et donc c'est possible que ces vulnérabilités seront réintroduites par la suite et vous n'allez pas avoir d'alerte là-dessus. Le deuxième point est que, en fait, l'écosystème des applications mobiles, il y a plusieurs centaines de millions d'applications mobiles sur le store. La réalité est que la plupart de ces applications ont une surface d'attaque qui est limitée. Le plus gros de la logique n'est pas côté client, c'est plutôt côté serveur. Et l'application ne fait en fait que afficher des informations que vous avez sur l'application mobile. Cela veut dire qu'il y a des mécanismes de sécurité dont vous avez besoin pour une application web, et qui ne servent pas vraiment à grand chose dans une application mobile. C'est par exemple tout ce qui est protection contre CSRF ou une application web, elle va partager un navigateur et donc il y a ces classes de vulnérabilité qui peuvent arriver, alors que de façon générale, sauf exception, les applications mobiles, elles sont généralement toutes seules dans leur contexte. Il y a bien sûr des exceptions, donc c'est des vulnérabilités qui ne s'appliquent pas. Même s'il y a des exceptions à ça, c'est typiquement par exemple des backends mobiles qui partagent le même mécanisme de gestion de session que généralement il y a aussi une application web qui est accessible. Et dans ce cas-là, il y a des attaquants qui vont, au lieu d'envoyer la requête au backend web, ils vont l'envoyer au backend mobile où il n'y a pas de vérification de token CSRF et vous avez des vulnérabilités de ce type-là. Le deuxième point, c'est qu'il y a des mécanismes de sécurité que vous perdez quand vous passez à des applications mobiles. C'est par exemple des entêtes de sécurité qui sont généralement honorées par le navigateur et qu'une API bas niveau côté application mobile ne respectera pas. Et donc, c'est des choses qu'il faut implémenter différemment si vous voulez avoir le même niveau de sécurité côté backend. Et le dernier point est que de façon générale, le niveau de sécurité de Android et de iOS comparé à des desktop OS, il est meilleur
en termes de respect de la vie privée et de ségrégation des applications mobiles. Je vais vous montrer que c'est pas toujours le cas. Il y a des attaques ou des vulnérabilités qui sont moins connues, qui étaient exploitées publiquement, qui permettent à des malwares en fait de faire des choses même avec zéro élévation de privilèges. Mais c'est quelque chose de façon générale. Il y a un travail actif pour améliorer la sécurité. C'est soit des fonctionnalités que vous avez gratuitement, ou des fonctionnalités qu'il faut implémenter vous. Il y a du code qu'il faut qu'il soit ajouté pour faire usage d'une certaine de ces fonctionnalités. Maintenant, la question est-ce que ces mesures sont suffisantes et est-ce que cela veut dire qu'en fait on trouve rien dans les applications mobiles? Et ce que je vais faire, c'est parler de 5 classes de vulnérabilité. Je vais commencer par des choses simples et parler de comment on essaye d'approcher le problème et l'ampleur et l'impact du problème, jusqu'à des choses qui sont un peu plus compliquées et plus communs. Et en réalité, ça ne s'applique pas uniquement au monde du mobile. La première chose qu'on voit, c'est un problème qui est extrêmement simple, qui est le problème des secrets. Pour vous donner un exemple, il y a un exemple qui était très connu, c'est un exemple de Uber. C'est pas un exemple d'application mobile. Il y a d'autres exemples en fait d'application mobile, mais c'est un exemple qui est surtout connu et ça donne un peu une idée sur l'ampleur quand on a nos secrets qui leak. Et il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont fait déjà compromise à cause de secrets perdus. Dans le cas, par exemple, de Uber, c'était une clé qui était accessible dans le code source. Il y a un attaquant qui a réussi à la récupérer. Il a accédé à des instances AWS. Il a compromis 57 millions de comptes et 600 millions de comptes de conducteurs. Il a demandé 100 cas de rançon qu'il a réussi à avoir. Par la suite, l'affaire est devenue publique. Il y a eu une poursuite judiciaire et Uber a payé 147 millions de dollars à l'État américain et ils étaient obligés de retarder leur entrée en bourse à cause de cet incident. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en fait, maintenant, les applications mobiles communiquent énormément avec les services externes. Et c'est soit, par exemple, pour communiquer avec des systèmes de prod, pour communiquer avec des systèmes d'analytics, où il y a généralement des clés d'API ou des secrets ou des tokens pour s'interfacer avec ces systèmes-là. Toutes les clés ne se valent pas. Il y a des clés où c'est acceptable de les avoir. Il y a des clés qui sont extrêmement critiques de les avoir en production, de les avoir dans une application mobile. Et cette confusion fait que parfois, on ne sait pas est-ce que je peux mettre cette clé, est-ce que j'ai mon application a un secret Facebook, est-ce que je peux le mettre dans mon application ou pas, ou est-ce que je dois le garder côté backend. Nous, pour détecter, il y a deux façons de faire. Une première, c'est que une bonne partie des clés, c'est des clés qui ont une forme standard. Et pour les identifier, c'est d'abord des expressions régulières simples. Il y a des outils open source qui font exactement la même chose et qui vont essayer de deviner des clés dans le système. Pour une application mobile, il y a un travail de traitement qui est fait avant. On va récupérer l'application, faire une sorte de travail de décompilation, de décoder en fonction du format. Si c'est par exemple c'est des fichiers XML binaires ou des fichiers plist binaires pour récupérer ces informations et pouvoir les analyser. Et ça passe à une étape de validation. Et il y a le deuxième problème, c'est des clés qui ont un format qui est complètement aléatoire. Il y a les exemples, par exemple, des clés secrètes, par exemple AWS, qui ont une valeur qui est complètement aléatoire. Et pour faire, nous, notre approche pour les identifier, c'est avec ce qu'on appelle de l'analyse de teinte. L'analyse de teinte, c'est quelque chose qui existe souvent, qui est assez ancien dans le monde académique. Il y a plusieurs outils qui le font, et tout simplement consiste à transformer au lieu d'analyser tout un programme, on le transforme en petits bouts. Et comment ça marche, c'est qu'en fait chaque fonction est transformée dans ce qu'on appelle un graphe de teinte, et ce graphe de teinte va dire que j'ai la teinte du paramètre P1 qui se propage vers la teinte du méthode sync. J'ai la teinte du paramètre P2 qui se propage vers le résultat. Le problème qu'on rencontre en fait dans les applications mobiles est que quand on analyse une application mobile, souvent c'est des applications qui sont écrites avec des langages orientés objets et qui sont compilés dans du bytecode ou par exemple pour Dalvik, pour Android, ou par exemple dans un langage intermédiaire, c'est le cas par exemple du .NET, c'est du bytecode qui est orienté objet, qui garde cette notion d'objet. C'est à la fois un avantage et c'est un inconvénient. C'est un inconvénient parce que les approches classiques pour faire de l'analyse de teinte ne marchent pas. Soit on va sous-teinter, soit on va sur-teinter. Et ça veut dire soit on va remonter de faux positifs, ou on va rater des vulnérabilités. L'approche qu'on avait en fait pour remédier à ce problème, c'est qu'on était
obligé d'augmenter en fait l'approche pour faire de l'analyse de teinte et fait ce qu'on s'appelle c'est de l'analyse de teinte orientée objet. Au lieu de traiter des nœuds standards, on traite des nœuds avec une hiérarchie d'attributs. Et ça nous permet en fait que quand on propage la teinte, on arrive à propager la teinte pour savoir c'est l'élément P1.C qui propage la teinte vers sync. Et si jamais cet input il est appelé, on réussira à attribuer la teinte correctement. Et c'est ça qui est utilisé pour identifier de façon statique quand on a des clés secrètes qui sont utilisées en interne dans des applications. La deuxième étape est que, en fait, quand on a identifié une clé, d'une, en fait, par exemple, si on fait une recherche par expression régulière, potentiellement, il peut retourner quelque chose qui est complètement faux. Et donc, il y a une deuxième étape de validation. Et cette étape de validation, elle va consister pour tester que la clé marche, c'est une clé valide, mais elle va aussi tester pour voir quelles sont les permissions, les rôles et les services dont bénéficie cette clé. Et il y a des cas où, par exemple, il y a des clés où c'est parfaitement acceptable de les avoir. Par exemple, c'est des clés de production de Firebase qui sont très communs dans le monde mobile. Mais ces clés-là, ils ont exactement la même forme que toutes les clés des API Google. Et c'est des clés parfois qui peuvent donner accès à des services de type Google Cloud. On peut accéder au cloud storage et administrer le cloud storage, mais en même temps, c'est des clés qui peuvent être utilisées pour le Firebase, pour l'application Firebase, et c'est tout à fait normal de les avoir. Dans ce cas-là, il y a un travail d'énumération des services et des permissions de ces clés. Dans des cas, c'est extrêmement simple. Il y a des endpoints qui permettent de le faire pour dire quelles sont les règles et les permissions de cette clé, par exemple pour les secrets Facebook. Et dans d'autres cas, il y a un travail d'énumération. On va tester tous les endpoints de toutes les API qu'on connaît, par exemple, sur Google, pour identifier si c'est une clé valide et quelles sont les permissions et les accès qu'il a. Pour corriger ces vulnérabilités, c'est assez simple. Soit c'est une clé, c'est normal de l'avoir, donc vous pouvez le garder. Soit c'est une clé, c'est dangereux de l'avoir dans l'application. Et donc, en fait, il faut mettre ça côté back-end et remplacer ça par une API où l'utilisateur doit s'authentifier pour y accéder, et préférablement avec rate limiting et quota sur vos API. Et le troisième cas, c'est des clés où vous êtes obligé de l'avoir dans vos applications mobiles, et le risque, c'est pas un risque de confidentialité, c'est plus un risque de overbilling. C'est typiquement le cas, par exemple, des clés Google Maps ou Google Location, où plus vous utilisez la clé, plus vous payez pour le service. Et dans ce cas-là, il y a ces éditeurs, c'est typiquement le cas, par exemple, Google, qui vont proposer des mécanismes de type secret pinning, où vous pouvez dire que ma clé ne peut être utilisée que par cette application mobile que j'ai définie par tel package ID ou tel bundle ID et tel certificat. C'est pas parfait, il y a des moyens de contourner ça, mais ça limite quelques scénarios d'exploitation pour éviter que vos clés ne soient utilisées en donc, pour rapidement en fait résumer sur cette première partie, le problème de secret, la façon pour l'approcher en termes de détection, c'est soit par expression régulière, ce qui est typiquement utilisé par la plupart des outils open source, soit pour analyse de teinte pour les clés qui n'ont pas de forme standard, et pour en fait donner des résultats qui sont corrects et qui permettent d'évaluer le vrai impact d'une application et éviter des faux positifs. Il y a un travail de validation et d'énumération des services et des permissions de l'accès. Le deuxième problème dont je vais parler, c'est un problème qui est très connu, c'est le problème des dépendances. L'exemple, ça c'est un exemple qui date de quelques semaines, c'est l'application Instagram qui avait, en fait, il y a des librairies natives qui étaient utilisées pour appliquer des filtres sur les photos. Et il y a des attaquants qui ont identifié quelle était la dépendance qui était compilée statiquement dans une des librairies dans l'application. Ils ont fait la dépendance, trouvé quelques vulnérabilités et créé un exploit qui permet juste, on envoie une image, vous allez avoir des shells sur le téléphone avec les permissions de Instagram qui sont plutôt puissants. La réalité est qu'en réalité, vraiment, on n'a pas besoin de fuzzer pour trouver des vulnérabilités de ce type-là. Même si des applications avec des surfaces attaques limitées, il y a beaucoup de ces applications, elles vont utiliser des frameworks de type React Native ou de type Flutter ou de type Cordova, ou qui vont utiliser qui arrivent avec des dépendances natives. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont très communes dans le monde mobile, et que par exemple, quand vous récupérez une photo, pour que la photo n'explose, ne consomme pas énormément de ressources sur votre téléphone, il y a un travail d'optimisation pour que l'application ne lag pas et que ça explose pas en mémoire parce que ça consomme trop de RAM. Et ces librairies, ces applications sont souvent compilées statiquement avec des librairies externes qui souvent ne sont jamais mis à jour, et l'utilisateur ne sait jamais en fait qu'elles existent
dans le binaire dans la dépendance qu'on a récupérée, et il y a des vulnérabilités de corruption de mémoire. Et s'il y a moyen de contrôler la photo qui est affichée par l'utilisateur, on peut avoir une corruption de mémoire et un RCE sur l'application. Et c'est quelque chose qu'on trouve. Il y a un certain nombre de dépendances qu'on voit très souvent, qui sont par exemple libpng, libjpeg, libtif, OpenSSL, zlib, expat, et il y a des versions qu'on voit très souvent en fait se répéter et qui ont une bonne partie des vulnérabilités assez critiques, donc qu'on peut compromettre avec des fichiers mal formés. Le souci est que l'identification ou le fingerprinting des applications n'est qu'un problème quand on parle de identifier des vulnérabilités dans les applications mobiles ou dans les dépendances qui sont vulnérables. Le deuxième problème, je vais parler d'un cas réel et je vais citer plusieurs cas par la suite. Ça, par exemple, c'est un plugin pour Cordova. Cordova, c'est un framework multiplateforme pour écrire des applications en JavaScript. L'écosystème de Cordova marche par plugin et les plugins sont hébergés sur NPM. Dans ce cas-là, ça c'est un plugin Cordova Advanced HTTP et sur NPM, ils ont ajouté une fonctionnalité qui permet de lister les advisories qui sont connus sur les applications. Quand on regarde sur ce package, par exemple, on va trouver qu'il n'y a pas de vulnérabilité qui est remontée. Si on regarde sur le repo de l'application, GitHub, ils ont ajouté il y a quelques mois la possibilité de lister les advisories que vous avez sur votre projet. On va trouver que c'est pareil, il n'y a pas de vulnérabilité qui soit remontée pour ce package. Par contre, en fait, si on regarde, on a commencé à regarder dans l'historique du code, on a trouvé qu'à un moment, quelque part en 2019, ils ont remplacé une partie du code natif qui était utilisée pour exposer une fonctionnalité en JavaScript, qui a été remplacée par une autre fonction, sans une explication claire. On a switché de telle dépendance à telle dépendance. Et la réalité, c'est que la dépendance qui a été remplacée, c'est une dépendance qui était vulnérable parce qu'elle ne validait pas le certificat SSL. Et c'est quelque chose qu'on avait identifié au moment où on analysait les CPE qu'on récupérait. On ne comprenait pas, il y avait le CPE qui était la façon de référencer l'application vulnérable, qui ne matchait pas avec les liens qui référençaient du code purement Java, il n'y avait pas de dépendance Cordova, et la description parlait d'une dépendance Cordova. Il a fallu un travail d'investigation pour savoir ça matchait à quelle application. Et ça, c'est un exemple complexe. Généralement, si vous regardez la base de connaissances de NVD, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'incohérences, d'erreurs, d'informations manquées. Il y a une publication qui a été, un article de recherche qui a été publié à l'USENIX en 2019, qui a fait ils ont utilisé une approche avec analyse de langage, avec du machine learning, et ils ont trouvé que 50% des informations qu'ils avaient trouvées sur NVD avaient des informations erronées ou manquantes. Et juste pour vous donner des exemples et montrer la gravité de la situation, ça par exemple c'est un CVE qui est de 2020 qui dit que le CPE de l'application vulnérable c'est Apache HTTP Server et que la version vulnérable c'est la 11.1.1.9.0. Si vous connaissez Apache, il n'y a pas de version 11.1.1.9.0. Si on regarde la description, ça parle de Oracle HTTP Server et non pas de Apache Server. Donc s'il y a des outils qui vont utiliser ça automatiquement, ils vont jamais réussir à identifier la vulnérabilité. Ça, c'est un exemple d'une vulnérabilité où il y a un désaccord entre la personne qui a remonté la vulnérabilité et le owner de l'application. Il y a des centaines de cas comme ça. On ne sait pas. Est-ce qu'il faut prendre cette vulnérabilité en compte ou est-ce qu'il faut l'ignorer? Qui a raison entre les deux? Il n'y a pas de travail de validation entre les deux. Ça, c'est un exemple et il a été qui a fait en fait la une des journaux et qu'on en voit encore en fait activement lors de nos scans. C'est des vulnérabilités dans Struts. Initialement, il y avait des CVE qui étaient publiés qui disaient telle version ont été vulnérables et par la suite, il y a l'équipe Struts qui a annoncé en fait des corrections pour dire non, on s'est trompé, c'est pas ces versions-là uniquement, il y a aussi ces versions qui sont vulnérables à ces vulnérabilités. Ça, c'est des RCE que vous avez sur le système et qui sont communément en fait exploités et trouvés dans les applications. Et si on regarde la base de connaissances, on va voir que ça n'a jamais été mis à jour. Ça continue en fait à référencer les vieilles vulnérabilités qui étaient annoncées publiquement. En réalité, il y a des milliers de cas comme ça. Je vais vraiment passer parce que c'est des cas où parfois c'est extrêmement critique. Et le problème, c'est que il y a des outils open source. Par exemple, l'outil Dependency Check de l'OWASP, qui est un outil magnifique, qui essaie de résoudre le problème de l'analyse de dépendance pour les applications, pour des applications code source. C'est que, en fait, il y a deux problèmes. C'est essayer de matcher les CPE
avec des paquets Java, ce qui marche presque jamais, parce qu'il y a soit l'information est pas claire, soit l'information est erronée, soit vraiment il n'y a aucun lien pour pouvoir utiliser ça comme référence et pour linker ça à un package Maven, par exemple. Soit, et le deuxième problème, c'est la qualité de la base de connaissances. Et ce qui fait que si vous regardez les issues qui sont dans le package, on va voir qu'il y a énormément de faux positifs. Et ça, c'est uniquement les faux positifs. On parle même pas des faux négatifs où généralement les gens ils se rendent même pas compte que ça a raté quelque chose et je ne sais pas si je dois patcher ou pas. La seule approche que malheureusement nous on a trouvée pour adresser ce problème, c'est qu'on était obligé de faire de la validation des vulnérabilités qu'on récupère. Nous, notre focus, c'est la partie mobile et la partie web. Et donc, tous les CVE qui sortent, il y a à peu près 53 CVE qui sortent par semaine, c'est de lister celles qui intéressent et qu'on voit et qui affectent en fait ces dépendances mobiles. Il y a un travail de correction de ces CVE pour savoir quelles sont les versions qui sont vulnérables, corriger en fait les descriptions ou écrire nos propres descriptions pour que ça soit plus clair. On a essayé de remonter ça à NVD pour demander à ce que ça soit corrigé et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui prenait des semaines et des semaines sans vraiment réussir à avancer. À la fin, c'était juste trop de travail pour ne pas avoir réussi à faire quelque chose, à avancer dans le bon sens. Pour un peu conclure sur cette partie-là, il y a la partie, il y a deux problèmes qu'on essaye de résoudre pour la partie dépendance. C'est l'identification des dépendances. Une, c'est les dépendances transitives, que vous avez A qui dépend de B, qui dépend de C. Et vu qu'on travaille sur des applications compilées, on n'a pas ce problème, parce que toutes les dépendances sont dans l'application. Et le deuxième problème, c'est les dépendances qui sont compilées statiquement. Et là, on est capable en fait de les identifier. Il y a plusieurs façons techniques pour le faire. Et le troisième point, c'est sur la qualité de la base de connaissances. Et là, on était obligé de maintenir notre propre base de connaissances de vulnérabilité qu'on corrige et qu'on améliore au fil des jours. Le troisième point dont je vais parler, c'est une vulnérabilité que je pense qu'elle est assez peu connue, vu qu'on en trouve énormément. Et c'est une vulnérabilité qui a été annoncée en réalité en 2015. Il y a quelques flavors qui étaient, ou d'autres versions qui étaient par la suite annoncées, et la plus dernière, elle date de quelques semaines. C'est une vulnérabilité qui était exploitée publiquement par des trojans bancaires et qui permettait d'usurper une application bancaire. L'idée est que vous avez un malware qui s'installe sur votre application, il y a plusieurs façons de le faire, et c'est au moment où l'utilisateur interagit avec son application bancaire, c'est l'application malware qui s'affiche et qui s'exécute. Et je vais rapidement vous montrer une démo, ça ressemble à quoi. Ça, c'est une vidéo qui a été prise hier. Je vais juste accélérer la vidéo et peut-être aussi améliorer la qualité. En fait, là, le scénario, c'est qu'on va installer Slack directement du store. Il n'y a aucune modification sur l'application. C'est un téléphone qui est patché, c'est la dernière version de l'OS. Et le scénario, c'est que c'est un malware qui est installé sur l'application avec pas de délévation de privilèges de type kernel et des permissions qui sont limitées. Et au moment où on clique sur Slack, c'est pas Slack qui se lance, c'est notre application malware qui se lance. Et c'est une vulnérabilité qui est causée par une fonctionnalité qui s'appelle les Task Affinity et qui a été d'abord annoncée en 2015 et une version qui s'appelle Strandhog, une variation qui était annoncée, je crois, en 2017. Et il y avait une variation qui était annoncée en 2020. Elle, par contre, a été corrigée sur quelques versions d'Android. Elle a été corrigée sur la version 8.1 et 9.0 de Android. En réalité, la dernière version, elle est extrêmement difficile à détecter sur le store. C'est quelque chose, c'est purement en code et l'exploiter, on anticipe que c'est quelque chose qui sera activement exploité par la suite sur les versions qui sont pas patchées et qui vont permettre de lancer des applications malveillantes sans que l'utilisateur s'en rende compte. Et si en fait on regarde la raison de la vulnérabilité pour l'application Slack, en fait dans le monde Android, les applications se composent d'activities. Vous pouvez penser c'est des page views que vous avez dans une application web. Quand vous lancez une activity, ça crée des tâches et ces tâches s'empilent dans une stack. Et quand vous faites back, en fait, on pop les tasks de la stack. Le problème est que Android, ils ont ajouté une fonctionnalité qui s'appelle Task Affinity qui permet de définir des affinités entre applications. Et l'attaque, comment elle marche? Une variante la plus simple qu'on a montrée est tout simplement d'avoir son activité malware qui tourne et de dire que mon affinité c'est vers Slack. Quand Slack s'exécute,
mon activité malware passe de la stack de l'application malveillante vers la stack de l'application Slack et c'est elle qui s'affiche. C'est pas Slack qui s'affiche. Pour corriger ça, ça dépend en fait de la de la variation qu'il y a du task hijacking qui est dans l'application, mais c'est quelque chose qu'il faut activement s'en protéger. Si vous êtes une application bancaire, il faut vraiment ajouter des mécanismes actifs pour s'en protéger. C'est soit il y a des mécanismes simples en définition des tasks affinity avec des valeurs aléatoires, avec un string bit, où il faut un mécanisme de type un service qui tourne et qui va essayer de checker est-ce qu'il y a quelque chose auquel je m'y attends pas ou qui est malveillant, qui se met devant mon application et donc il y a un comportement suspicieux. Ça c'est pour le troisième point. Le quatrième point que je vais vous parler, c'est quelque chose qui est très commun, qui est un mécanisme en fait qui est utilisé pour détecter des vulnérabilités classiques, qui sont par exemple de type injection SQL, de type XXE, de type template injection, de type LTAP injection. Si vous avez un système intelligent, votre backend qui accepte des strings, il y a une forme d'injecter quelque chose, que ce soit récupérer des données ou avoir de l'exécution de code sur ces systèmes-là. La façon en fait dont les scanners de vulnérabilité à l'heure actuelle fonctionnent, et si je prends un exemple d'un outil open source de type SQLmap, c'est que si vous voulez tester un endpoint si jamais il est vulnérable, SQLmap, qui est un outil magnifique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester plusieurs milliers de payloads, et ces payloads, ils sont là pour tester à la fois, par exemple, pour plusieurs types de bases de données, pour plusieurs contextes d'injection, par exemple, une injection dans la clause where, une injection dans la clause having, une clause dans la clause order by, et plusieurs façons d'injecter. Ça peut être une injection avec un single quote, avec double quote, et pour tester tous ces payloads, avec tous ces contextes, avec plusieurs façons d'encoder, c'est des milliers de payloads. En même temps, si on veut tester une requête, une application, rien qu'un seul endpoint, une application, il y a plusieurs points qu'il y a injectés. Il y a des points d'injection dans l'URL, il y a des points d'injection dans les paramètres, il y a des points d'injection dans l'entête, il y a parfois des paramètres qui s'affichent pas, qu'on essaie de brute forcer pour savoir est-ce que, par exemple, il y a un paramètre caché de type debug qu'on doit injecter. Et si en plus de ça, il y a un payload qui est envoyé de type JSON, de type protobuf, de type flat buffer, il faut comprendre le protocole de désérialisation et injecter à l'intérieur de ce protocole. Et à la fin, on se trouve avec, on multiplie par le nombre de points d'injection ce qu'il faut tester. Et si on regarde une application standard et on multiplie le nombre de pages par le nombre de endpoints, par le nombre de vulnérabilités, par le nombre de payloads, on se trouve avec plusieurs dizaines de millions de payloads qu'il faut tester. Et si un scanner de vulnérabilité doit tester ça, ça prendrait des semaines et des semaines pour scanner de façon exhaustive une application. Et je vous invite honnêtement à poser la question. Si vous utilisez un scanner de vulnérabilité, vous êtes amené en fait à discuter avec les architectes ou les gens qui travaillent, je vous invite à leur poser la question comment ils font pour tester une application web en quelques minutes ou en quelques heures. Comment ils font pour couvrir toutes ces vulnérabilités, tous ces endpoints, toutes ces pages en si peu de temps. Et la réalité, c'est quelque chose que tous les scanners de vulnérabilité sont obligés de faire. Et soit ils sont obligés de faire un timeout, il faut qu'ils arrêtent l'analyse au bout d'un certain temps, ou il y a un travail de sélection qui est fait en amont. Il faut couvrir que certaines classes de vulnérabilité, sinon l'analyse prendrait trop longtemps et c'est quelque chose qui est souvent considéré comme inacceptable pour une analyse. Le problème est qu'on avait rencontré exactement le même problème pour tester des backends d'applications mobiles. Il faut qu'on teste des API qui sont généralement serialisés avec des formats de type protobuf ou GraphQL ou qui sont communs dans le monde mobile. Et il nous a fallu quelque chose qui permet de couvrir toutes les vulnérabilités qu'on souhaite checker sans pour autant que ça prenne des semaines pour compléter l'analyse. C'est là où on a pris un pas en arrière, on s'est dit comment en fait un auditeur, un humain, fait pour approcher l'analyse. Et un humain, si je prends un exemple par exemple d'une requête standard qui prend un paramètre Q et qui prend un argument, la façon qu'un humain en fait approche le test, c'est que généralement on y va en crescendo. On va d'abord tester avec un caractère spécial et voir comment en fait l'application réagit. Ça peut être quelque chose où c'est flagrant, on va avoir un stack avec les erreurs de l'application, ce qui est extrêmement rare de nos jours, ou ça peut être une erreur qui est simple. Ça peut être un status qui dit qu'il y a une erreur sur l'application. Ça peut être quelque chose où c'est la réponse qui est vide. Ça peut être une en-tête qui disparaît de la requête. Et
c'est là, en fait, c'est l'expérience de l'auditeur qui va tester des payloads qui sont de plus en plus spécifiques, de plus en plus avancés, pour orienter sa détection vers, par exemple, j'ai une injection SQL. J'ai une injection SQL dans un single quote. J'ai une injection SQL dans la closeware. J'ai une injection SQL dans une base de données MySQL. Il va tester plusieurs itérations jusqu'à trouver celle qui marche et qui va déterminer qu'il y a quelque chose d'intéressant et tester. Et c'est des suites de payloads de plus en plus complexes qu'on va itérer. Et chaque auditeur, il a cet arbre de test qui en été implicite. On n'arrive pas vraiment à le mettre sur papier, qui dit comment j'approche le problème. Et c'est ce qu'on a essayé de reproduire. Au lieu de tester avec un seul payload à la fois, c'est tester avec un arbre de test. On essaie d'orienter l'audit vers une classe de vulnérabilité plutôt que d'injecter un payload qui teste tout et d'essayer de rayer toutes les classes de vulnérabilité avec tous les contextes une fois. Le problème, c'est que si on essaye de construire cet arbre-là, on a le problème qu'il y a beaucoup trop de contextes, avec beaucoup trop de vulnérabilités, avec beaucoup trop de façons de les injecter. Et en plus, on doit les tester de façon intermédiaire, où on essaie de regrouper le plus possible les classes de vulnérabilité pour les identifier. Et c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux humainement pour créer ces arbres. Et c'est là où on avait besoin d'une approche plus automatique pour générer ces arbres. Et la façon que nous avons créée, c'est une approche qui va en fait créer une suite de tests avec des applications vulnérables. Et on va marquer que telle application sont vulnérables à telle vulnérabilité. Et il y a une phase de collection qui va collecter, qui va injecter en fait toutes ces applications avec plusieurs centaines de milliers de payloads, qui va collecter des features sur les réponses de chaque application, qui vont en générer ce qu'on appelle des méta-features qui vont faire abstraction de la valeur exacte. L'idée n'est pas de détecter parce qu'en fait le size de la réponse est de 100, mais vraiment faire abstraction de l'information qu'on a récupérée de la réponse. Et après, il y a un deuxième système qui va prendre cette information-là et qui va essayer de générer un arbre de tests pour identifier ces vulnérabilités. C'est quelque chose qui prend des dizaines et des dizaines d'heures pour générer, mais à la fin, ça permet de générer des arbres de tests qui ressemblent à ça et qui contiennent vraiment plusieurs milliers de endpoints. Et la réalité est que pendant un test réel, si jamais une application n'est pas vulnérable, c'est uniquement le bout c'est les parties initiales de l'arbre de test qui sont testées. On va pas tester complètement l'arbre de test pour identifier qu'une application est vulnérable. Et si une application est vulnérable à une vulnérabilité, c'est uniquement une partie de l'arbre de test qui est vulnérable. Et là, on passe, par exemple, si quelque chose n'est pas vulnérable, au lieu de tester plusieurs centaines de milliers de payloads pour une couverture exhaustive, on passe littéralement à plusieurs dizaines de payloads pour avoir une couverture exhaustive. Et ça nous permet de couvrir de façon plus complète une application au lieu d'avoir une approche par règle. Et en même temps, l'avantage de cette approche est que, imaginons que nous avons un faux positif. Il y a une vulnérabilité que nous avons remontée et que c'était incorrect. On arrive en fait à ajouter ça dans le jeu de test. Et on va redemander à l'arbre au générateur de régénérer un arbre qui prend en compte ce faux positif pour qu'il ne le détecte pas la prochaine fois. Et en même temps, si jamais on a un faux négatif, il y a une vulnérabilité qu'on ne détecte pas, on l'ajoute au système de test, on demande à régénérer l'arbre et on peut relancer. On est sûr que ce cas, qui peut être par exemple un contexte qu'on n'a pas dans le jeu de test, on peut le détecter la prochaine fois. Ça peut être un encodage qui est différent, ça peut être un système qu'on ne supporte pas, une base de données qu'on ne supporte pas, et on ajoute ces systèmes au fur et à mesure. Pour rapidement conclure sur cette partie-là, le constat que nous avons est que l'approche actuelle qui est d'avoir des scanners de vulnérabilité qui sont par règle, c'est une approche qui ne scale pas techniquement, parce que sinon il faut plusieurs semaines pour couvrir, et ne scale pas opérationnellement. Il faut de grosses équipes avec beaucoup de personnes qui sont généralement spécialistes dans ce domaine pour écrire ces règles-là. C'est quelque chose qui ne scale pas pour écrire un scanner de vulnérabilité qui couvre tous les frameworks, toutes les technos, toutes les façons d'encoder qui existent dans les applications. Et la deuxième approche, l'approche qu'on a pris, qui est une approche qui est plus par test par arbre, c'est une approche en utilisant en fait des règles de génération automatique. C'est une approche qui nous a permis de scaler plus rapidement et d'avoir une couverture qui est presque complète, en tout cas du jeu de test qu'on a et qu'on améliore de jour en jour, qu'on peut scaler à la fois sur la partie scan et aussi bien sur la partie génération directe. Le dernier point dont je vais parler, c'est les vulnérabilités XSS. Les vulnérabilités XSS, c'est des vulnérabilités qui sont assez communes dans le monde web. C'est des vulnérabilités on peut injecter du code JavaScript dans une application web. C'est des vulnérabilités qui sont très communes et qui sont très communes et qui ne se limitent pas par contre en fait au monde
au monde web. C'est des vulnérabilités qui existent aussi dans les applications mobiles. L'impact pour une application mobile est plus critique que pour une application web, parce que c'est un XSS sur une application mobile, c'est vraiment RCE. On a vraiment une injection de code dans l'application, et généralement ces API ont accès à des API bas niveau qui sont exposés en JavaScript pour s'interfacer avec le système d'exploitation, pour lire des fichiers, pour envoyer des requêtes qui sont plus puissantes qu'un XSS dans un navigateur. Il y a plusieurs formes d'XSS et plusieurs façons de l'injecter. Pour tester les XSS de façon automatique, on a exactement le même problème qu'on a quand on teste pour des applications en côté backend. Le problème, c'est que quand on a une injection, ça peut arriver dans plusieurs contextes où la façon de détecter nécessite des payloads qui sont différents. On peut injecter dans l'entête du head, on peut injecter dans un attribut div-id, on peut injecter dans href, et chaque endroit nécessiterait des payloads qui seraient différents ou en fonction en plus des limitations qu'on peut avoir sur la façon d'injecter. Et pour pouvoir les tester, vu qu'il y a en fait plusieurs façons vraiment de faire arriver le payload dans l'application, ça peut être avec des paramètres, ça peut arriver avec le title de la page qu'on peut contrôler à partir d'un iframe, ça peut arriver avec des post messages, et c'est quelque chose qui, si on multiplie ça par le nombre de contextes qu'on doit tester, on aura une explosion de caractères, de cas qu'on doit tester. Le mobile rend ça beaucoup plus complexe. Le problème du mobile, il y a beaucoup plus de contexte qu'on a dans le monde web. Pourquoi? Parce que ces différents frameworks qu'on a dans le monde mobile, chacun arrive avec beaucoup plus de contexte qu'on a dans le monde du web. Et en plus de ça, on a ces frameworks qui peuvent être utilisés par d'autres frameworks, qui vont utiliser d'autres frameworks de type Angular ou React ou Vue, et qui eux-mêmes, ils vont avoir d'autres contextes en fait d'injection, ce qui fait que avoir tester tous ces cas, ça devient plusieurs dizaines de milliers de payloads qu'il faut générer, qu'il faut tester pour pouvoir les créer. Comment on fait dans l'industrie, on fait ça? En fait, généralement, c'est quelque chose qui est très prisé par les bounty hunters. C'est comment en fait on adresse ça pour limiter le nombre de tests qu'on doit faire. C'est avec des payloads polyglottes. Des payloads polyglottes, c'est des payloads qui vont marcher dans le plus de contextes possible. Il y a même des compétitions où le but d'avoir ces payloads qui vont marcher dans le plus de contexte pour limiter le nombre de tests qu'on doit faire. Et généralement, c'est des gens vraiment spécialisés dans ce domaine qui vont créer ces payloads-là. Et par exemple, l'exemple en noir, c'est un payload qui est expliqué, c'est un des meilleurs payloads qui est accessible sur Internet et qui expliquait comment en fait la logique de chaque composant pour pouvoir marcher pour le plus de contextes possible. Le problème qu'on a avec cette approche-là, si on veut la reproduire pour le monde mobile, vu le nombre de contextes qu'il y a et vu le nombre de frameworks qu'il y a qu'il faut tester, c'est une approche qui ne scalera pas à notre échelle. Il y a beaucoup trop de frameworks, créer un polyglotte à chaque fois pour une application, et en plus les polyglottes ne couvrent pas tout. Il faut vraiment plusieurs polyglottes pour avoir une couverture parfaite de tous les contextes qu'il y a. Et donc, il a fallu une meilleure approche pour les générer, une approche qui marche mieux même que l'approche humaine. L'approche qu'on avait, c'était une approche avec ce qu'on appelle des algorithmes génétiques. C'est des algorithmes qui sont utilisés pour des carrières. Par exemple, ça c'est l'exemple d'une antenne qui a été générée par la NASA, qui utilise des algorithmes génétiques pour générer cette forme d'antenne qui était la plus adaptée pour une bande de fréquence dans certaines conditions. Les algorithmes génétiques sont vraiment très simples. Il y a une population avec laquelle on démarre, et une phase d'évaluation, on va tester les spécimens de cette génération, et on va sélectionner de cette génération les éléments les plus performants. Et après, on va faire une sorte d'opération de crossover et de mutation pour générer d'autres spécimens qu'elle-même on va tester, sélectionner et répéter le process. C'est un processus un peu qui ressemble à l'évolution humaine, et l'idée est de générer et de petit à petit générer des spécimens qui sont plus performants et qui donnent des résultats qui sont mieux que avant. Nous, comment on a appliqué cette approche? C'est exactement de la même façon c'est répéter exactement plutôt la même approche. Et en fait, ça marche par récupérer des payloads qui sont soit simples, soit des payloads qui sont très performants. C'est par exemple le payload que je vous ai montré tout à l'heure, c'est utiliser ces payloads-là comme élément initial. Ce qu'on a constaté, c'est que quand on commence par des payloads simples, ça permet de trouver des solutions auxquelles on n'y pensera pas, mais c'est plus long en fait à converger vers une solution. Alors que les payloads performance, on peut facilement les améliorer, mais généralement on stagne rapidement sur une sorte de solution
d'un maximum local qu'on n'arrive pas en fait à faire évoluer. Et après en fait il y a une étape de test, c'est très simple. On va tester ces payloads sur un test bed où il y a des XSS. On utilise un protocole de debug de Chrome qui marche aussi bien sur du monde web que du monde mobile. Et après en fait il y a une phase de sélection qui va sélectionner les meilleurs payloads. Il y a plusieurs stratégies qu'on avait testées. Il y en a une qui marche mieux que d'autres et qui permet de converger plus rapidement, trouver des solutions qui sont innovantes par rapport à d'autres solutions. Et après, il y a une phase vraiment de crossover mutation qui consiste tout simplement à modifier les payloads qu'on a récupérés. C'est principalement, par exemple, faire du pruning, de l'augmentation avec deux tokens, du crossover en concaténant une partie de chaque payload et régénérer ces éléments-là qu'on commence à tester. Et à la fin, on arrive en fait, ça c'est un exemple d'un des payloads qui a été généré. Il y a d'autres qui sont spécialistes pour le monde mobile. Et c'est généralement des payloads qui ont une forme qui ne ressemble pas du tout à un payload standard. Parce que par exemple, c'est des payloads où il y a de la répétition d'éléments qu'on ne voit jamais dans des payloads classiques sur Internet. Et ce qu'on a constaté, c'est que parfois, ça utilise des comportements qu'on ne connaissait pas, qui généralement ne sont pas documentés dans le standard, qu'un navigateur va déclencher, va exécuter en fait ce payload-là. Par exemple, dans le cas des payloads SVG, le fait de les concaténer, c'est quelque chose qui va marcher en fait sur Chrome, qui est typiquement l'endroit où on teste le plus, et c'est quelque chose qui n'est pas documenté, qui n'existe pas dans le standard. C'est pas un élément en fait qui est considéré comme valide. Donc, pour rapidement résumer sur cette partie-là, les XSS, c'est des vulnérabilités qui s'appliquent aussi au monde mobile. Il y a une explosion de contexte dans le monde mobile, même si ça s'applique aussi dans le monde web. On a besoin de payloads polyglottes aussi pour tester dans le monde web. Et l'approche qu'on avait pour générer des payloads qui performent mieux, c'est une approche qui utilise des algorithmes génétiques qui permettent de juste en fait la même approche. On lui donne un test bed avec des contextes différents adaptés à la cible de test. Et on demande à la machine de générer des payloads. Au bout de plusieurs jours de test, on a des payloads qui sont mieux que ce qu'on aurait pu générer. Juste pour conclure en fait sur tout, parce que je crois que c'est un peu un échantillon un échantillon des choses qu'on avait implémentées pour développer notre scanner de vulnérabilité. Là, j'ai couvert une partie des capacités que nous avons à l'heure actuelle. Il y a d'autres en fait qui sont plus sur la partie instrumentation, sur la partie phasing, qui vont détecter des vulnérabilités en certes boîtes grises quand on a à la fois le binaire et qu'on peut instrumenter le binaire pour voir comment ça évolue. Et ce qui nous intéresse, c'est plus détecter des injections ou des vulnérabilités, pas de corruption mémoire, mais d'autres classes de vulnérabilité. Et si vous êtes intéressé en fait à apprendre plus sur notre approche et sur les solutions, je vous invite soit à nous contacter, on sera ravis d'en parler, de partager ça, soit vous pouvez suivre nos publications, soit nos articles. On essaye de publier de façon récurrente sur nos capacités et sur ce qu'on essaie de proposer dans ce domaine. Et voilà, je crois que si vous avez des questions, ce sera avec plaisir pour